Aujourd'hui, nous allons continuer notre leçon sur le mouvement du centre d'inertie d'un solide. Nous avons déjà appliqué, on a fait des activités d'application. Aujourd'hui, nous allons essayer d'étudier, de faire des activités, des situations d'évaluation. Voilà, ça dit tout ce que nous avons fait, nous allons essayer de compiler maintenant et vraiment sortir un problème. Donc, à travers les 6-8, qu'est-ce qu'on nous dit comme énoncé? Pendant leur fête de fin d'année, le conseil scolaire du lycée classique d'Abidjan organise une kermesse au sein de leur établissement. Un groupe d'élèves de la classe participe à un jeu de boules. Ce jeu consiste à lancer à l'aide d'un dispositif approprié une boule de masse M d'un point A avec une vitesse initiale sur un plan vertical selon la figure ci-dessous. Donc vous avez la figure qui est là. Le jeu est gagné si la distance parcourue par la boule L qui est égale à BC est égale à 0,5 m. C'est la condition pour que le jeu soit gagné. Le point C étant le point du trajet où la boule s'arrête, sur le trajet AB, existe une force de frottement F1 de valeur F1 et de sens opposé au vecteur vitesse. Un des membres du groupe lance la boule avec la vitesse VA. La boule atteint le point B au bout de 3 secondes. Sur la portion BC, inclinée d'un angle θ par rapport à l'horizontale, existe des forces de frottement assimilables à une force F2 constante, telle que F2 égale à 2 fois F1. On choisira comme origine des dates l'instant de départ de la boule en A et origine des espaces, le point A. On vous donne la masse de la boule, les forces de frottement sur la première portion, l'angle θ, l'angle d'inclinaison θ, la vitesse de lancement de la boule au point A, VA. En tant que chef du groupe, tu es sollicité pour vérifier si le jeu est gagné. Donc voilà l'objectif. On veut montrer est-ce que le jeu est gagné ou pas. C'est ce qu'on veut montrer. Donc on va faire d'abord une étude sur la première partie. Étude du mouvement sur le trajet AB. AB, c'est la portion qui est là horizontale. 1.1. Établir l'expression de l'accélération A1 du mouvement de la boule sur le trajet AB. On nous demande de déterminer l'accélération A1 sur la première portion. 1.2. Déduire la nature du mouvement de la boule sur la piste AB. On passe à 1.3. Établir les équations horaires, vitesse et déplacement du mouvement de la boule. 1.4. Calcule la vitesse VB de la boule au point B. En 2, on va faire maintenant l'étude du mouvement sur le trajet BC. On demande d'exprimer la distance L égale à BC parcourue par la boule en fonction de M, G, F1, θ et VB lorsque la boule s'arrête. Quand la boule s'arrête, il faut exprimer lorsque la boule s'arrête. Je vais bien écrire. Lorsque la boule s'arrête en appliquant le théorème de l'énergie cinétique. 2.2. On dit calculer la distance L parcourue par la boule en supposant que VB égale à 2,5 m par seconde. Maintenant là, si on a la vitesse d'arrivée à VB, c'est égal à 2,5 m par seconde. On vous demande maintenant de répondre à notre question posée. L'objectif qu'on poursuit. Dis si le jeu est gagné par le groupe. Justifie ta réponse. Donc il ne suffit pas de dire oui, c'est gagné, ou bien non, c'est gagné. Il faut justifier ça à travers des démonstrations. Pendant on revient à la résolution de notre activité, notre situation d'évaluation, qui consiste à faire quoi? À lancer une boule à partir du point A. La boule va atteindre le point B. Et la boule va atteindre le point C. Si la boule s'arrête au point C, ça veut dire que le jeu est gagné. Mais si la boule dépasse le point C, le jeu, on a échoué. On n'a pas réussi le jeu. Donc voilà un peu. Donc à travers les valeurs données, c'est à nous maintenant de voir est-ce que le jeu est gagné par ce groupe ou pas. Donc je vais commencer avec l'étude sur la portion AB. AB, étude du mouvement sur le trajet AB.
D'abord, on nous demande de faire quoi? D'établir l'expression de l'accélération A1. Mais on nous a dit quoi dans notre cours? Quand je dois déterminer l'accélération, je dois faire une étude dynamique. Une étude dynamique consiste à faire quoi? À définir le système. Ensuite, le référentiel, faire l'inventaire des forces, représentation du schéma, et ensuite, je vais appliquer maintenant le théorème qui sied. Soit le théorème de l'énergie cinétique, soit le théorème du centre d'inertie. Mais ici, on nous demande l'accélération. Donc, je dois faire l'étude d'abord. Système. On y va. Système. Quel est le système? Quand je lis le test. Le système ici, on nous parle de quoi? On parle de la boule. Il y a une boule. Donc, le système, l'objet porte sur la boule. La boule. Référentiel. Référentiel. Voilà, c'est le référentiel. L'expérience a lieu au niveau de la Terre. Dans le référentiel, c'est tout le référentiel terrestre, supposé galiléen. Référentiel terrestre. Supposé galiléen. Ah, galiléen. Toujours le référentiel galiléen. Ensuite, le troisième point, je vais faire quoi? Bilan des forces extérieures appliquées au système. Bilan des forces. À moi de détecter maintenant les forces. Quelles sont les forces qui s'appliquent sur la boule? D'abord, la boule est en contact avec un support sur un plan. Donc, ça dit que quoi? La boule a une masse. Donc, quand vous avez un corps qui a une masse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce corps, vous avez comme force qui agit sur ce corps, vous avez le poids, l'attraction terrestre. Donc, on va citer le poids P. Le poids P de la boule. Deuxième force. On a dit quoi? La boule est en contact avec le support. Le support va exercer une réaction normale. Mais ici, on ne peut pas dire réaction tout court. Pourquoi? Nous avons dans le test, on dit quoi? Sur la portion AB, il y a des forces de frottement. Donc, ça veut dire quoi? On parle de réaction normale. La réaction normale. La réaction normale. Rn du plan. Voilà, le plan. Le plan qui est là, sur la portion AB. Enfin, nous allons passer aux forces de frottement. Force de frottement. Force de frottement. Qu'on a noté F1 sur la première portion. Donc, il y a les forces de frottement. Force de frottement. Donc, voici les trois forces qui s'exercent sur le solide, c'est-à-dire la boule, ici. Une fois j'ai défini mes forces, détecté mes forces, je dois faire quoi maintenant? Je dois passer à la représentation. Donc, on va essayer de représenter un schéma. Représentation. La représentation, c'est quoi? C'est la portion AB qui m'intéresse pour le moment. Donc, voici la portion AB qui est une droite. Déjà A et puis B. Voilà, c'est cette portion qui m'intéresse. Mais on dit quoi? On représente toujours les forces. Les forces que je vais les représenter, on a le poids. Le poids, bon, donc ici je schématise la boule par un point matériel qui est là. Le poids, c'est toujours la verticale du milieu. La verticale, donc vous avez la verticale déjà qui est là, P. Ensuite, la réaction normale est toujours perpendiculaire au support. Le support, c'est AB. AB étant horizontal, la perpendiculaire sera donc la verticale aussi. On aura la réaction. Réaction Rn. On n'a pas fini. On a dit quoi? Il y aura également l'effort de frottement. Vous avez l'effort de frottement. L'effort de frottement, qu'on appelle, on a noté F1. Les forces de frottement sont toujours opposées au déplacement. Selon le déplacement, mais opposées au déplacement. Le déplacement a lieu de A à B. Donc les forces de frottement seront dirigées vers où? Vers A. Donc les forces de frottement ont tendance à retenir le solide, le système. Donc nous aurons comme force de frottement, suivant l'axe, on a
F1. Voici les forces représentées sur le système. La boule qui est ici matérialisée par un point matériel. Une fois nous avons représenté toutes ces forces, on va faire quoi maintenant? On va essayer maintenant de répondre à notre question. Et maintenant, je vais regarder. Est-ce que, pour pouvoir répondre à cette question, qu'est-ce que je dois appliquer comme formule? Je dois appliquer, ici, on me demande l'accélération. Donc, la question, je vais répondre à ma question maintenant. 1. C'est maintenant que je réponds à ma question. Donc, j'ai l'expression de l'accélération. Accélération. A1, que je note A1, on dit l'appeler A1. Donc, je note ça A1. L'expression de l'accélération sur ce trajet. On est toujours sur le trajet AB. Voilà. Donc, tout ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est le trajet AB. Pour cela, je vais faire quoi? Je vais appliquer, je sais que dans la formule du théorème du centre d'inertie, nous avons l'accélération. Donc, je vais appliquer la formule du théorème du centre d'inertie. Théorème du centre, appliquons le théorème du centre d'inertie. Appliquons le théorème du centre d'inertie. On va appliquer le théorème. Le théorème, on va rappeler toujours, ça nous dit quoi comme formule? Ça traduit par quelle formule? Somme des forces extérieures appliquées à notre système est égale au produit de sa masse par le vecteur accélération de son centre d'inertie. G, c'est pour dire le centre d'inertie, c'est tout. Les forces, ici, nous avons, on a P, je regarde mes forces et puis je les aligne, P, plus Rn, plus F1, égale à quoi? MAG. Je vais passer à quelle étape maintenant? Ce sont des vecteurs, mais on me demande l'expression, c'est-à-dire la coordonnée de l'accélération. Je vais faire quoi? Je vais faire une projection sur un axe. Le mouvement se fait suivant une droite, donc on aura besoin d'un repère à une seule dimension. Je vais faire quoi? Projection sur l'axe. L'axe que je vais choisir ici, c'est quoi? On est parti du point A. Là, je peux l'orienter, on peut l'appeler l'axe AX ou bien l'axe AB. Bon, ici, je l'appelle l'axe AX. On est beaucoup habitué à X, donc je prends l'axe AX. La projection de P, on va voir la projection de P. On constate que P est perpendiculaire. Donc, la projection de P va nous donner quoi? 0. P est perpendiculaire à l'axe. Rn est perpendiculaire à l'axe. Sa projection donne 0 également. Et F1. F1 est opposé à l'axe. Sa projection nous donne moins F1. Égale à quoi? M A1. Voilà, la coordonnée de A, on dit de l'appeler A1. De là, maintenant, je peux faire quoi? C'est A1, je veux. Ce qui implique donc A1 égale à moins F1 sur M. Voici l'expression de A1. C'est l'expression qu'on nous demande. F1 sur M. J'écris bien F1 sur M. Voici l'expression de l'accélération sur la portion AB. De là, maintenant, on me demande quoi? Déduire la nature du mouvement de la boule sur la piste AB. Ça veut dire quoi? On dit déduire la nature. Quand on dit déduire, ça veut dire ce que je viens de faire doit me servir. Je viens de répondre à quelle question? La question 1.1. Donc, à partir de cette question, je dois en déduire la nature du mouvement. On connaît l'accélération. Or, on sait que quoi? Pour donner la nature du mouvement, je connais l'accélération. Si je connais la vitesse aussi, le produit scalaire des deux, si c'est négatif, ça me donne un mouvement retardé. Si c'est positif, un mouvement accéléré. Mais déjà, selon notre test, on sait que quoi? La trajectoire est une droite. Donc, ça veut dire que le mouvement est déjà rectiligne. A égale à quoi? A, on constate que c'est une constante. F, on connaît la valeur, c'est 0,1. La masse aussi, c'est connu, c'est 500 grammes. Donc, ça veut dire quoi? On peut calculer A1. Donc, A1 est une constante. Mais la constante, on constate son signe est quoi? C'est négatif. Donc, on a une constante négative. Si on fait le produit scalaire A1 multiplié par la vitesse, la coordonnée de la vitesse est suivant l'axe. A1 est négatif. Vitesse elle est supérieure à 0. Donc, ça veut dire quoi? Le produit scalaire des deux va nous donner quelque chose de
une valeur négative. Alors, je réponds 1, 2, nature du mouvement. Nature du mouvement. Mouvement de la boule. D'abord, la trajectoire est une droite. Une droite. Voilà, c'est la première condition. On constate que quoi? A1, c'est égal à une constante. Parce que F1 est une constante, M est une constante. Rapport de deux constantes donne une constante. Constante inférieure à 0. Une constante inférieure à 0. Le V, la vitesse, la coordonnée de la vitesse est toujours positive. Elle va dans le même sens que l'axe. Ce qui implique donc quoi? Si elle est une constante négative, la trajectoire est une droite, c'est-à-dire qu'on a affaire à un mouvement qui est rectiligne, uniformément retardé. Et qui implique qu'on a un mouvement rectiligne uniformément retardé, ou encore on peut dire décéléré, voilà, ou décéléré. Donc voilà un peu pour cette question, la réponse à notre question, la nature du mouvement, la boule. Trajectoire est une droite. Le A qu'on vient de déterminer, la coordonnée, c'est une constante, mais la constante est négative. Donc si on fait A multiplié par le V, ça veut dire quoi? On aura une valeur négative. Donc A, scalaire V, si ça donne une valeur négative, ça veut dire que c'est un mouvement qui est uniformément retardé déjà. Mais le fait que la trajectoire soit une droite, on a un mouvement rectiligne uniformément retardé. Ou encore, mouvement rectiligne uniformément décéléré. Je viens de répondre à la question 1-2. 1-3, qu'est-ce qu'on nous dit? 1-3, établir les équations horaires, vitesse et déplacement du mouvement de la boule. Je dois établir les équations horaires. Ici, ils m'ont bien précisé. L'équation horaire vitesse et l'équation horaire déplacement. Vitesse, déjà, il n'y a pas de souci. C'est le quoi? C'est le V de t. Comment varie la vitesse en fonction du temps? Déplacement, c'est le quoi? C'est le X de t. Quelle est la position en fonction du temps? Voilà les questions auxquelles je dois répondre. Et là, déjà, en cinématique, on a vu les formes des équations horaires. Quand j'ai fait un mouvement qui est rectiligne, uniformément varié, quand c'est varié, ça veut dire quoi? Ça peut être accéléré ou bien ça peut être décéléré. Voilà, décéléré, accéléré, ça regroupe le terme varié. Donc ici, c'est un mouvement qui est rectiligne uniformément varié. Je connais la forme de l'équation horaire. Je connais aussi la forme de l'équation horaire vitesse et déplacement. Je connais leur forme. Donc je vais appliquer les formes et puis remplacer par leur valeur. C'est tout. On revient. Toujours l'étude sur le trajet. Équation horaire. Les équations horaires V de t et X de t. C'est ce qu'on me demande. V de t, vitesse, X de t, position ou déplacement. Voilà, quand on dit déplacement, c'est la position. Position ou déplacement, c'est la même chose. Équation horaire V de t et X de t. Mouvement, bon, ici, je vais mettre en parenthèse, mouvement rectiligne uniformément retardé. Quand j'ai affaire à un mouvement rectiligne uniformément retardé ou c'est varié, ce qui implique quoi? Le V de t se met sous quelle forme? Se met sous la forme AT plus V0. Voilà la forme qu'on a vue. Mais je vais adapter à mon exercice maintenant. L'exercice ici, on aura quoi? V de t égale à A. Le A, on dit de l'appeler A1 de t plus la V0, c'est quoi? C'est la vitesse initiale. On nous a dit quoi? À l'instant t égale à 0, on nous a dit dans le test, on prendra comme origine des dates. Origine des dates, ça dit quoi? À l'instant t égale à 0. L'instant de départ de la boule en A. Dans l'instant t égale à 0, la boule était au point A. Et origine des espaces, le point A. Donc ça dit quoi? Le point A est pris comme l'origine.
et à l'instant t égale à 0, la vitesse, quand nous sommes au point A, sa vitesse, c'est la vitesse initiale, et la vitesse au point A, on l'a appelée VA. Donc je mets VA. Je vais remplacer A1, je n'ai pas encore calculé A1, mais je vais remplacer par sa formule. On a dit A1 était égal à quoi? Moins F1 sur M, T plus VA. Voilà le V de T. Je vais remplacer pour avoir les valeurs. V de T sera donc égal moins F1, c'est 0,1. La masse, 500 grammes. 500 grammes, à moi de convertir 500 grammes en kilogrammes. Ça me fait 0,5 kilogrammes. T plus VA. VA dans le test, donné dans le test, c'est 4 mètres par seconde. Donc là, toute formule, je prends maintenant, je calcule, est 0,1 divisé par 0,5. Et je trouve moins, on a moins 0,2. Moins 0,2 T. Plus 4. Je ne dois pas oublier. Voici l'expression de la vitesse, de l'équation horaire-vitesse. Équation horaire-vitesse égale à moins 0,2 T plus 4. Plus 4. Je vais déterminer l'équation horaire-position. Toujours, mouvement rectiligne uniformément varié, mouvement rectiligne uniformément retardé, ce qui implique quoi? Le x de t se met sous la forme 1 demi de a t carré plus v0t plus x0. Ça, c'est ce que nous dit le cours. Mais je vais l'adapter toujours à mon inertie qui est ici. À l'instant initial, la vitesse, on l'appelle VA. À l'instant initial, la position, on l'appelle XA. Je remplace. Donc, x égale, x de t, selon le test, égale, le sujet égale à 1 demi, le A, on dit de l'appeler A1. A1t carré, plus VA, t, plus XA. À moi maintenant de remplacer par leur valeur. À l'instant t égale à 0, à t égale à 0, VA, on connaît déjà, VA, la vitesse initiale égale à 4 mètres par seconde. La position initiale, dans le test, on m'a dit quoi? A est l'origine des espaces. Quand on dit origine des espaces, on dit quoi? C'est là, à partir de là, on commence à compter. Donc A, la position de A, c'est 0. C'est l'origine, égale à 0. Finalement, je fais quoi? Je remplace maintenant. Je remplace. Je remplace. T égale donc 1 demi de A1t carré. Donc j'aurai 1 demi multiplié par A1. A1, on vient de calculer, c'est celui qui est là, moins 0,2. Moins 0,2. T carré plus VA. VA c'est 4T. Plus X0 qui vaut 0. Donc tout calcul me revient à quoi? X de T égale moins 0,2 divisé par 2. Ça me fait moins 0,1. T carré plus 4T. Voici l'équation horaire position. Quand je connais le temps, je peux chaque fois déterminer la position. Donc voilà comment on détermine. Donc ouais, on a retenu un peu en cinématique. C'est-à-dire que ce qu'on a fait en cinématique, ça va nous suivre tout le long de ce cours de mécanique. Chaque fois, déterminer les équations horaires. C'est pourquoi les formes des équations horaires, lorsqu'on a un mouvement qui est rectiligne uniforme, il faut retenir. Il faut les connaître. Les formes des équations horaires, lorsqu'on a un mouvement rectiligne uniformément varié, il faut connaître. Les formes des équations horaires, lorsqu'on a un mouvement circulaire, il faut les connaître. Voilà. On passe maintenant à la question 1,4. 1,4, qu'est-ce qu'on nous dit? 1,4, on nous demande de calculer la vitesse VB de la boule au point B. Vitesse calcul de la vitesse VB. Ça dit quoi? La vitesse au point B. Bon, je vais m'amuser à faire un jeu d'abord pour voir. Normalement, quand on me parle de vitesse, je dois penser à quoi directement? Je peux penser à plusieurs. C'est un mouvement qui est rectiligne uniformément varié. Bon, je peux penser soit peut-être au théorème de l'énergie cinétique.
Je peux penser au théorème de l'énergie cinétique automatiquement. Parce que là, on nous a dit que ça nous permet d'avoir la vitesse aussi. Mais s'il n'y a plus le théorème de l'énergie cinétique, c'est un... Bon, je traite, c'est comme si je suis au brouillon. Il y aurait quoi? 1 demi de M, V, B carré, moins VA carré, égale à quoi? Égale à travail de R, qui vaut 0. Parce que c'est perpendiculaire. Travail de P vaut 0, moins F fois la distance qui sépare les deux AB. Bah, bien sûr, je connais F1, je connais tout ça, mais je connais AB. On ne connaît pas AB. Donc, il y a deux inconnus dans l'équation. C'est-à-dire que quoi? Je ne peux pas passer par cette formule, le théorème de l'énergie cinétique. Je suis au brouillon toujours. Il y a un mouvement qui est rectiligne uniformément varié. Je peux penser à quelle formule aussi? Je peux penser à la formule qui me dit, j'ai A qui est égal à A, X égale à quoi? V final au carré moins V initial au carré, le tout divisé par 2 fois la distance qui sépare les deux AB. Mais ici, je ne connais pas AB. Donc là aussi, je connais tous ces éléments. A, V final. C'est V final que je cherche. V initial, je connais. AB, je ne connais pas. Il y a deux inconnus. Donc ça veut dire que je ne peux pas passer par là aussi. Mais il y a une autre formule qui me dit quoi? A égale à quoi? A égale à delta V sur delta T, la durée. Il y a une formule qui me dit ça. AX égale delta V sur delta T. Voyez, la vitesse finale moins la vitesse initiale. Divisé par la durée. Mais je constate que dans le test, je connais la vitesse initiale. Mais je connais la durée aussi, je connais A. Donc, ça veut dire que cette formule elle est bonne. Donc, ça me donne quoi? Ça me donne V de B au carré moins V de A au carré divisé par la durée, delta T. La durée, je connais. Dans le test, la durée est donnée, la durée est égale à, on dit la boule atteint le point B au bout de 3 secondes. Donc, la durée vaut 3 secondes. Alors, ça fait quoi? La durée delta T, c'est TB moins TA. TB moins TA, le temps final moins le temps initial. Le temps initial, c'est 0. Donc, c'est égal au temps au point B. Je vais tirer maintenant ce qui implique quoi? VB carré, non, c'est pas là, au carré pour lui, voilà. Autant pour moi, c'est pas le carré, c'est lorsque nous avons l'accélération avec la distance qui sépare les deux points, c'est là que nous avons carré. Ici, c'est variation de V sur delta T. Avec V final moins V initial. Je répète bien, la variation de V, c'est quoi? V final moins V initial. C'est pas carré. On y va maintenant, VB moins VA égale à A, ce A qui est là. Le A là, on dit de l'appeler comment? On dit de l'appeler A1. Donc, je mets A1 ici. Ça nous donne A1 delta T, la durée. Je fais produit en croix. C'est VB, je cherche. VB, cela donne égal à quoi? A1 delta T, je fais passer le VA plus VA. Plus VA. Voici, je connais A1, je connais delta T, je connais la vitesse au point A. Donc, ça dit que je peux encadrer ma formule. Voilà. Une fois que je connais tout, je peux encadrer la formule et passer maintenant à quoi? À l'application numérique. VB égale A1. A1 égale à moins 0,2. La durée, c'est 3 secondes. Donc, ça me fait 3. Plus la vitesse, 4 mètres par seconde. Je prends la machine, je calcule. J'aurais dû, ici, ça sera égal à moins 0,6 plus 4. Tout calcul, VB va me donner quoi? 3,4. 3,4 mètres par seconde. Une vitesse. La vitesse au point B. La vitesse au point B égale à 3,4 mètres par seconde. Voilà, je viens de finir la première partie de mon cours, de mon exercice plutôt. La première partie, je viens de répondre. Établir les équations, l'expression de l'accélération. J'ai appris le théorème du centre d'inertie. Déduire la nature du mouvement. Je connais A, c'est une constante, mais son signe, c'est négatif. Et ça veut dire quoi? La trajectoire est une droite, on a un mouvement qui est uniformément varié. 1,3. Établir les équations horaires. Quand je connais la nature du mouvement, je peux en déduire les formes des équations horaires. Vitesse comme déplacement. Donc, je donne les formes. Je remplace par les valeurs. Calcule la vitesse au point B.
Je pourrais appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Je constate qu'il y a deux inconnus. Ça veut dire que je ne peux pas passer par là. Sur une seule formule, quand vous passez par une formule qu'il y a deux inconnus, ça veut dire que je ne peux pas passer par ce chemin. Je dois faire appel à d'autres équations. Donc c'est le cas ici. Donc je vais faire appel à d'autres formules. Je sais que c'est un mouvement qui est rectiligne uniformément varié. Il y a d'autres formules qui nous disent accélération égale la variation des vitesses au carré divisé par 2 fois la distance. Je constate qu'il y a deux inconnus encore. Ça veut dire que je ne peux pas passer par là. Il y a une autre formule qui me dit quoi? A aussi égale la variation de la vitesse divisée par la durée. Bon, je connais la vitesse finale, la vitesse initiale. C'est la vitesse finale, on me demande. La durée, je connais. L'accélération, ça veut dire que je peux passer par là. Donc, vous voyez, il y a trois formules où je peux avoir A. Mais il y a une formule qui m'a donné le A. La vitesse. Voilà. Là, par exemple, on a dit peut-être on pourrait passer par là. Mais on constate que là, on ne peut pas passer par là aussi parce que ce n'est pas la position qu'on cherche. Voilà. Ici, on pourrait passer par celui-là aussi. Voilà, un aussi. On pourrait passer par là. Lui, la vitesse à l'instant t. Le t, c'est combien? C'est 0, c'est cette formule-là qu'on a appliquée autrement ici. C'est la même formule. Voilà, c'est la même formule. C'est comme quoi? La vitesse au point B moins la vitesse au point A égale à quoi? Égale à moins 0,2 multiplié par la durée. C'est ça, c'est ce qui est là. Vous voyez bien, c'est moins 0,2 fois 3 plus 4. C'est ça qui est là. C'est lui que je cherche, égale à quoi? Le temps, c'est 3, voilà le 4. Donc c'est cette formule-là, on a mis sous cette forme. Et on a vu ça au cours. Donc j'applique ça et il trouve 3,4. J'ai fini avec la première partie de l'exercice. Donc c'est pas compliqué quand vous connaissez vos formules, quand vous avez bien suivi les activités d'application. C'est-à-dire c'est une combinaison maintenant et ça se déroule facilement. Je passe à la partie 2. Étude du mouvement sur le trajet BC. Sur le trajet BC, le trajet BC, cette fois-ci, la boule va gravir une pente maintenant. Voilà, ça monte sur une pente. Et la pente BC, on a un plan qui est incliné par rapport à un angle alpha par rapport à l'horizontale. Donc je dois déterminer, on me demande de faire quoi? Exprime la distance BC parcourue par la boule en fonction de tous ces éléments, de ces paramètres. Lorsque la boule s'arrête. Voilà, on dit quoi? La boule va s'arrêter. Si la boule s'arrête, quelle est l'expression de la distance? Alors voilà. Donc je vais déterminer. Exprime la distance L égale à BC parcourue par la boule en fonction de M temps. Lorsque la boule s'arrête. Donc si la boule s'arrête au point C, ça veut dire quoi? La vitesse au point C égale à 0. Et on me dit d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Donc on y va pour la deuxième partie. On a fini avec la première partie. Pas compliqué. Si je connais mes formules. Donc la première chose, le B à bas, c'est de maîtriser ces formules. On va faire l'étude sur le trajet BC. Voilà, c'est l'étude du mouvement sur le trajet BC. Et on me demande d'estimer la distance BC en appliquant le théorème de l'énergie cinétique. Ici, on n'est plus sur la même portion, mais c'est le même système, le même référentiel. Mais les forces ne sont plus les mêmes. Il y a une autre force. Le poids est toujours là. La réaction normale est là, mais ce n'est plus la même force de frottement. De l'autre côté, on avait F1. Ici, maintenant, c'est F2. Donc, je vais faire quoi? Je vais faire bilan des forces à nouveau. C'est le même système, le même référentiel. Je n'ai pas besoin de citer encore. Même référentiel, même système, bilan des forces. Donc, je commence sur bilan des forces. Bilan des forces. Bilan des forces sur cette portion. Les forces, je vais les citer. Le poids P, toujours. Le poids P de la boule. La réaction normale du plan. La réaction normale Rn du plan. Voilà, le plan qui est incliné. Et enfin, nous avons les forces de frottement. On a dit bien, on a une force à force de frottement. Force de frottement que je nomme F2. Voici vos forces. Mais là encore,
Alors, la force de frottement, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut faire la représentation à nouveau. Mais sur la portion PC, c'est ça qui m'intéresse. Donc, je fais un plan incliné. Là, nous avons ceci. Ah là, le plan incliné d'un angle θ par rapport à l'horizontale. Et j'ai le point B. J'ai le point C. Je suppose que voilà le point C ici. Et c'est cette distance-là qu'on appelle L. Ça, on me demande. Je vais faire quoi? Je vais représenter d'abord mes forces. Les forces qui agissent toujours en représentant le système par un point matériel. Les forces P. La réaction normale perpendiculaire au support. La réaction normale, toujours, c'est un angle droit qui est là. Voilà, réaction normale. Le mouvement a lieu dans ce sens. On va de B vers C. Les forces de frottement sont toujours opposées au déplacement. Donc, ça veut dire quoi? Les forces de frottement F2 opposées. Et là, j'aurai le F2. F2 qui est là. Voilà les forces ainsi représentées. Je passe à quel? On dit d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique. En quel point? Entre le point B et C. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique. On va répondre à notre question. La question 2. 1. Expression de L. L en fonction de quoi? On dit en fonction, L en fonction de M, G, F1, θ et VB. Voilà, on doit trouver tous ces éléments là-dedans. Et VB. Expression dont j'applique, pour cela, je vais appliquer, quand on dit d'appliquer le théorème, appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre B et C. Le théorème s'applique toujours en deux instants, entre B et C. Il y aurait quoi? Énergie cinétique au point B, au point C final, moins énergie cinétique au point B égale travail. Travail de quoi? Travail de Rn sur le déplacement, plus travail du poids, plus travail d'effort de frottement F2. Voilà la formule que je peux écrire. Mais lui, je vais le transformer à nouveau. On dit quoi? L'énergie cinétique, on a la vitesse au point C. Le mobile s'arrête au point C. Je peux l'écrire autrement. On peut l'écrire 1/2 de M VC au carré moins VB au carré égale travail de Rn plus travail du poids plus travail des forces de frottement. Voilà ma formule. Là, je vais revenir un à un, déterminer les éléments. La vitesse VC égale à 0. Pourquoi? Parce que on nous a dit quoi? Le solide s'arrête. Exprime la distance parcourue par la boule lorsque la boule s'arrête. Lorsque la boule s'arrête. Donc ça veut dire VC est nul. VC est nul, ça veut dire quoi? On peut remplacer dans la formule, tout à l'heure on va remplacer le travail de Rn, la réaction normale. Depuis lors, nous avons dit quoi? Le travail de la réaction normale égale à 0. Pourquoi? Car Rn est perpendiculaire à quoi? Perpendiculaire à la droite BC, c'est-à-dire au déplacement. Travail de P. Voilà. Dans l'exercice précédent, nous avons déterminé le travail de P. On a dit quoi? Le travail de P, soit c'est égal à MGH lorsque le solide descend, ou moins MGH lorsque le solide monte. Dans notre cas ici, le solide fait quoi? Le solide monte. Donc ça dit quoi? On aura moins MGH. N'oubliez jamais de vous poser cette question. Est-ce que le solide monte ou bien le solide descend? Quand le solide monte, il y a un moins. Si le solide descend, c'est un plus. Voilà. La hauteur maintenant, ça c'est un autre paramètre. Comment il peut déterminer maintenant la hauteur? La hauteur, dans l'exercice
les activités d'application, je vous ai dit quoi? Pour déterminer la hauteur, c'est simple. Je vais regarder les 2 points par lesquels le solide passe. Le solide passe au point B et arrive au point C. Je trace d'abord une première droite horizontale passant par le point B, c'est déjà tracé pour nous. Et une deuxième droite horizontale passant par le point C. Donc horizontale, c'est lui qui est là, par le point C. Donc voilà les deux droites que vous avez. Et maintenant on a dit quoi? La perpendiculaire aux 2, c'est votre hauteur. La perpendiculaire, je ramène toujours à mon schéma. Donc si je vais ramener à mon schéma, c'est lui là qui est là. La perpendiculaire aux 2. Voilà, voilà notre hauteur. Maintenant la hauteur, je constate que quoi? Cette hauteur, c'est le côté opposé dans le triangle rectangle qui est là. Côté opposé à l'angle. Qui parle de côté opposé parle de sinus. Côté opposé est toujours égal à quoi? Hypoténuse fois sinus de l'angle. Donc, ce H égale à quoi? L'hypoténuse, c'est quoi ici? C'est BC. C'est le plus long côté. Multiplié maintenant par quoi? Par sinus de l'angle. L'angle, c'est θ. Avec, donc je mets ici avec H égale à BC. BC sinus θ. Or, BC, c'est quoi? BC, c'est L aussi. Donc, je peux dire, finalement, qui est égal à L sinus θ. Donc, travail égal à quoi? Moins mg L sinus θ. Je n'ai pas encore fini. Il reste travail d'effort de frottement. Travail d'effort de frottement F2 égal à quoi? Travail d'effort de frottement pour l'effort de frottement, c'est tout égal à quoi? C'est toujours opposé au déplacement. Donc, c'est un travail qui est résistant, toujours. On s'oppose au déplacement. Travail résistant, il y a un moins. Donc, j'aurai quoi? Déjà, il y a un moins. Moins F2, l'intensité de cette force multipliée par quoi? La distance qui sépare les deux. La distance qui sépare. Pareil, le mouvement a lieu de B vers C. La distance BC, donc c'est BC. Qui est égal à quoi? Moins F fois L. Voilà. Moins F fois L. Moins F fois L. Je fais quoi maintenant? Je prends tout et je remplace. Donc, j'aurai quoi? 1/2 de M, facteur de 0, moins VB. VB carré, voilà, égale. Travail de R, c'est 0. Travail de P, c'est quoi? Moins mg L sinus θ. Moins, également, moins F fois L. Donc, voilà l'expression que j'obtiens. Qu'est-ce qu'on me demande ici? C'est L, on me demande. Donc, ça veut dire quoi? Ceux qui... Ça dit, je regroupe les autres d'un côté et je laisse tous ceux qui sont avec L d'un autre côté. Je reviens. J'aurai besoin de mon schéma. Ok, je vais passer là. On a besoin de lui. L'expression dont j'aurai quoi? Finalement, j'obtiens moins 1/2 de M VB carré égale moins mg L sinus θ moins F de L. Voilà l'expression. Je fais quoi? Il y a les moins, donc il y a moins 1/2 mVB carré égale moins facteur de mg L sinus θ moins quoi? Moins F de... Non, c'est plus F de L. Les moins s'en vont. Donc, finalement, je peux mettre aussi L en facteur. Donc, je vais mettre L. Je fais passer de ce côté. L facteur de mg sinus θ plus F2. Et tout ça égale à quoi? Tout ça égale à mVB carré, VB carré sur 2. Voilà. Voilà l'expression. Je fais quoi ensuite? C'est L, je veux. Donc finalement, L sera donc égal à quoi? L sera donc égal à M VB carré divisé par 2 fois mg sinus θ plus F2.
Voilà, je laisse cette forme pour le moment. Mais on va regarder si tous les éléments qu'on nous a demandés se retrouvent là-dedans. On regarde, on dit en fonction de M, M est dedans. En fonction de G, en fonction de F1. Donc F1 n'est pas dedans. Ça dit quoi? Je dois retrouver F1. Et en fonction de θ, θ est là, F2 et VB. Donc ça dit quoi? Or, on nous a dit quoi dans le test? Or, F2 égale à 2 fois F1. Ce qui implique quoi? L'expression revient à L égale à M VB carré sur 2 facteurs de MG sinus θ plus 2 fois F1. Et là, je retrouve tous les éléments, je peux encadrer ma formule. Je peux encadrer ma formule. C'est l'expression qu'on me demandait. Donc, j'encadre ma formule. Voilà. D'accord. L égale à, l'expression de L, L égale à MVB carré divisé par 2 fois facteur de quoi? MG sinus θ plus 2F1. On va regarder s'il y a tous les éléments. M, on retrouve M. G, on retrouve G. F1, on retrouve F1. θ, on retrouve θ. VB, on retrouve VB. Donc, c'est bon. Et en 2, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de faire l'application, de calculer la distance parcourue. Si on considère que la boule arrive au point B avec la vitesse 2,5 mètres par seconde. Donc, je vais aller, c'est l'application numérique. 2, application numérique. 2, application numérique. L égale, la masse est 0,5. Multiplié par combien? On nous dit de prendre 2,5 mètres. La vitesse, on suppose que c'est 2,5 mètres car ça arrive avec une vitesse de 2,5 mètres. Divisé par 2 facteur de 0,5 multiplié par 9,8 multiplié par sinus de 45 degrés plus 2 multiplié par 0,1. Voilà. À nos machines. À nos machines maintenant, on va calculer avec la calculatrice. On prend la machine et on calcule. Tout ce de 0,5 fois 2,5 au carré divisé par 2 facteur de 0,5 fois 9,8 obtenu par sinus de 45 degrés plus 2 fois 0,1. Tout calcul nous donne 0,43 mètres. L, la distance parcourue par la boule, L égale à 0,43 mètres. Voilà la distance parcourue par la boule. Avant de s'arrêter. Donc, c'est là on va voir maintenant si vous avez compris votre exercice. 2, 3. 2, 3, dit si le jeu est gagné par le groupe. Est-ce que c'est gagné? Selon vous, est-ce que le jeu est gagné? On a dit quoi? On va chercher la condition. Quelle est la condition pour que le jeu soit gagné? Le jeu est gagné lorsque la distance parcourue par la boule égale à combien? 0,5 mètres. Or, notre boule ici, dans notre cas, a parcouru combien de mètres? 0,43 mètres. Donc, est-ce que la boule est arrivée au point C où ça doit s'arrêter? Non, la boule n'est même pas arrivée là-bas. Ça dit que quoi? Le jeu n'est pas gagné. Ici, le jeu n'est pas gagné parce que la distance parcourue par la boule est inférieure à la distance qu'elle doit parcourir pour être gagnée. Donc, je réponds à ma question. 2, 3, on finit par là. Le jeu n'est pas gagné par le groupe. Gagné par le groupe. Pourquoi? Je justifie maintenant. Car la distance, ou bien la distance parcourue par la boule, en parenthèse, L égale à 0,43 mètres, est inférieure à la distance,
que doit parcourir la boule est inférieure à la distance que doit parcourir la boule pour que le jeu soit gagné. C'est-à-dire 0,5, c'est-à-dire 0,5 mètres. C'est-à-dire 0,5 mètres. Voilà. Donc, on constate que la longueur ici, c'est 0,43 que la boule a parcouru. Or, la boule doit parcourir 0,5 mètres. La boule n'est même pas arrivée à destination. Donc, ça dit que la boule va s'arrêter avant le point C. Donc, ça dit que quoi? Le jeu n'est pas gagné ici. Donc, voilà un peu notre exercice. Donc, c'est un exercice, on veut voir, est-ce que vous pouvez raisonner à la suite, vous pouvez répondre à une préoccupation. Voilà, donc voilà. Le jeu n'est pas gagné par le groupe, car la distance parcourue par la boule, elle est égale à 0,43 mètres, est inférieure à la distance que doit parcourir la boule pour que le jeu soit gagné, c'est-à-dire 0,5 mètres. Donc voilà un peu notre exercice. Donc vous voyez, à partir du théorème de l'énergie cinétique, on peut faire beaucoup de merveilles, on peut faire beaucoup de choses, beaucoup de résolutions. Voilà, vous avez appliqué le théorème de l'énergie cinétique, le théorème du centre d'inertie. Pour le premier cas, on a appliqué le théorème du centre d'inertie. Pour la deuxième portion, le théorème de l'énergie cinétique. Et voilà, on a pu raisonner pour savoir si le jeu est gagné ou pas. Sur ce, nous allons mettre fin à cette situation d'évaluation numéro 2. Merci.